Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, c'est une belle rencontre que nous vous proposons. Héloïse Delsart, dite Ovidie, est docteur en lettres et études cinématographiques. Autrice et réalisatrice engagée, elle se questionne sur le corps depuis de nombreuses années et nous invite à sonder notre sexualité. Dans La chair est triste, hélas, confession intime de sa sortie de la sexualité, elle renvoie dos à dos l'intime et le politique avec humour et clairvoyance. Avec Assise, debout, couchée, sorte d'opus féministe et canin, elle évoque puissamment l'alliance mystérieuse que les chiens ont passé avec les femmes pour survivre à la violence. Catherine Ax a rencontré Ovidie dans les coulisses de Beaux-Arts lors de son passage à Bruxelles il y a quelques semaines. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Je vais commencer par une question qui va tout de suite planter le décor. Vous avez 44 ans aujourd'hui, Ovidie, Héloïse, mais Ovidie. Est-ce que vous pensez être une femme libre ? Je pense que ce serait bien prétentieux que de prétendre être une femme libre. Non, je pense que j'essaie de m'émanciper sur bien des points. Il y en a certains sur lesquels je pense que je suis en bonne voie, en bon chemin. Et puis d'autres où je pense que j'arrive toujours pas à me libérer complètement. Je pense que c'est compliqué quand on a été socialisé comme une femme depuis la naissance, qu'on croule sous les injonctions. On ne peut pas se libérer comme ça en un claquement de doigts. Donc non, je tends à être une femme libre, mais je pense que ce serait très prétentieux de dire que j'en suis une. Et vous tentez de l'être, in fine, peut-être, dans quelques années. Son apprentissage aussi. Déjà, ce que je cherche... C'est une utopie, peut-être. Je pense que c'est impossible, en tout cas pas pour une femme de ma génération, peut-être que pour la génération suivante, la Gen Z, ou peut-être même la génération Alpha, ou je sais pas, peut-être pour les générations suivantes, mais je pense que c'est quand même compliqué pour une femme de ma génération de pouvoir vraiment se débarrasser de tout, s'émanciper de tout. Moi, je me suis déjà émancipée de pas mal de choses, dont de l'hétérosexualité, ce qui est déjà énorme, mais non, après, voilà, là, par exemple, on se parle, ce soir, il va y avoir une conférence publique avec un certain nombre de personnes, 1500 m'a-t-on dit. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher des vêtements et puis je vais aller me chercher un peigne parce que j'ai oublié un peigne chez moi, voilà, et puis je vais me maquiller ce soir, enfin voilà. Alors que vous seriez tellement mieux en jogging, tranquille, en basket. Ouais, je pense que j'irai quand même en basket, mais voilà, la première question que je me suis posée quand on m'a dit hier soir, oh dis donc il y a 1500 réservations, je me suis dit merde, j'ai pas pris de vêtements. Je me suis pas dit oh là là mon Dieu, j'espère que je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, ma première réaction ça a été l'image et ma corporéité, et non pas le discours que j'allais fournir finalement. C'est pas la circulation de la pensée qui m'a perturbée à ce moment-là. C'est pas est-ce que je vais être à la hauteur de cette circulation de la pensée, ça va être merde, faut que je m'achète un blazer quoi. Vous parlez de l'enfance, on dit qu'on est souvent le fruit de là où on a grandi. Où avez-vous grandi ? Dans quel milieu, Ovidie ? Qu'est-ce qui vous a formé ? Et donc qu'est-ce qui vous fait votre caractère aujourd'hui ? Moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt middle class, avec des parents qui ont été l'un et l'autre enseignants. Et puis, voilà, mon père est devenu proviseur de lycée, ma mère a dirigé un centre médico-psycho-pédagogique, donc pour les enfants, un centre psy. Et donc voilà, je fais partie de ce qu'on appelle les enfants de profs, un peu. Même s'ils ne sont pas restés profs jusqu'au bout, mais voilà, je fais partie des enfants de profs, c'est-à-dire enfants de profs... pour ce qui concerne mes parents, transfuges de classe, parce qu'ils viennent tous les deux d'un milieu ouvrier. Mon grand-père était mineur, mon autre grand-père était garde-barrière, donc d'un milieu plutôt prolo. Et avec cette idée que c'était par les études qu'on allait se hisser, et je pense que j'ai conservé ce truc-là de s'élever par les études ou par la pensée ou par je sais pas quoi en fait. Donc où ça reste encore une valeur et que j'essaie aussi de transmettre à ma fille aujourd'hui. Je dis ça, c'est parce que c'est plus forcément évident aujourd'hui, vu qu'on sait que être diplômé c'est pas suffisant pour avoir un boulot. Enfin, je veux dire, avant on nous disait travaille bien pour pouvoir faire les études que tu veux et à la fin tu feras le métier que tu veux. Aujourd'hui on sait très bien que c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne et que c'est plus du tout possible. Donc il y a eu un décalage de ces valeurs-là, mais en tout cas moi c'est dans ce milieu-là que j'ai évolué, dans un milieu où la valeur c'était le travail, des études quoi. Un peu de féminisme, quelle avait la place de la petite fille, de la femme à l'époque ? Le féminisme, on n'en parlait pas, c'est un impensé, je pense, du côté de ma mère. En revanche, plus que les mots l'exemple, on va dire, ce que j'ai observé, c'est une répartition paritaire, par exemple, des tâches à la maison. Mon père, il passait autant l'aspi que ma mère, quoi. Mon père, il faisait autant de ménage que ma mère, il faisait autant de la lessive que ma mère. Et c'est d'ailleurs déjà une ouverture sur quelque chose. Ouais, pour les années 80, c'est pas si évident que ça, quoi, en fin de compte.
Et ma mère, elle gagnait plus que mon père aussi, je le dis, parce que c'est quand même une source de tension. C'est rare à l'époque, mais c'est toujours une source de tension entre hommes et femmes dans les couples hétéros, même aujourd'hui. Hein. On n'aime pas qu'une femme soit plus diplômée que son mec ou gagne plus d'argent que son mec. Enfin, la réussite, ça fait un peu peur aux hommes, quoi. Et mon père, non, il s'en foutait. Donc j'ai été élevée dans ce contexte-là où mon père gagnait moins, il était parfois un peu plus dispo qu'elle, donc il faisait un peu plus le ménage et voilà. Alors on va voyager dans notamment ces 2 livres qui sont vous, hein, très clairement. La chair est triste, hélas, c'est le dernier, Assise debout couché. Dans Assise debout couché, c'est presque un opus féministe et voilà. En relation au chien, on va le développer. Mais vous dites quand même que voilà, à l'âge de 10 ans, vous partiez faire des courses à quelques kilomètres de chez vous, en vélo, et prends le chien. Et pas du tout, fais attention à qui tu croises. Dutroux n'était pas encore passé par là. Mais c'est ça, on est dans une période avant Dutroux, avant tout. En fait, c'est vrai que c'est un moment où finalement on ne prenait pas autant de précautions qu'aujourd'hui. Je pense qu'on n'avait pas forcément conscience du danger. Et effectivement, moi je partais tout seul sur des chemins de campagne à 10 ans en vélo. Et très tôt j'ai pris le chien, c'est comme ça que commence le livre, prends le chien avec toi. Très tôt j'ai pris le chien pour pouvoir me défendre contre la violence des hommes, quoi. Finalement, c'est évidemment pas comme ça que je le théorisais, et c'est pas du tout comme ça que le théorisait ma mère ni mon père. Mais ma mère, elle me disait prends le chien. Ça veut dire prendre le chien, ça veut dire méfie-toi des hommes que tu pourras rencontrer, s'il y a une voiture qui s'arrête près de toi, ou voilà ce que ça veut dire, prends le chien, c'est méfie-toi de ça. Mais sauf qu'à l'époque on ne disait pas attention, on parlait pas de féminisme, on parlait pas de peu ou pas de violence faites aux femmes. Et il y avait des crimes passionnels. Qui étaient d'ailleurs souvent excusés, ou enfin les hommes étaient relaxés d'ailleurs. Hein, oui, c'est ça. Mais le terme crime passionnel, on l'a utilisé jusqu'à encore très peu de temps. Enfin, quand on pense par exemple à Bertrand Cantat et Marie Trintignant, on parlait encore d'un amour à mort. Ils étaient tellement beaux, ils se sont autodétruits. C'est par amour qu'il l'a battu avec ses poings. Voilà, bien sûr, il a tué par amour, évidemment. Non, on ne tue personne par amour. Donc c'est vrai que c'est une autre. C'est encore une autre époque, ouais. Mais donc oui, quand j'étais petite, on ne parlait pas de violence sexuelle, on ne parlait pas de tout ça. Pourtant, c'était une époque, début des années 80, où il y avait eu pas mal d'enlèvements d'enfants. Je pense à l'affaire Ranucci, là, on est fin des années 70, si je dis pas de conneries. Et on parlait quand même pas mal de ça, mais c'est marrant, on faisait pas... on disait pas aux petites filles attention, attention, méfie-toi des hommes parce qu'ils pourraient bien te violer, quoi. En fait, clairement, on disait pas ça. On ne disait pas, ce qui pourtant était vrai, méfie-toi de tout, parce que ça peut être quelqu'un que tu connais, ça peut être ton prof, ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un, le boulanger, ça peut être quelqu'un que tu as croisé 150 fois. Méfie-toi, parce qu'en fait, le monstre, c'est n'importe lequel d'entre eux, quoi. C'est ce qu'on dit, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du procès Pellico actuellement, qui est le procès du siècle, et c'est qu'effectivement, le violeur n'est plus un fou furieux et qui vous attend dans une petite rue étroite. C'est le boulanger, et c'est votre mari aussi. Qu'est-ce que vous pensez? C'est votre mari surtout, ou votre beau-père, ou votre oncle, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche. Qu'est-ce que vous pensez que ce procès va changer ou nous apporter? Déjà, le huis clos qui a été refusé par Madame Pellico est un grand pas dans la reconnaissance des violences, mais on voit qu'il y a des accusés qui nient, qui disent non, le terme violeur, c'est trop lourd à porter. Le terme violeur ne correspond pas à l'image idéalisée qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait. Et c'est vrai que la plupart des hommes qui violent ne se voient pas comme des violeurs. Et encore moins quand c'est dans une sphère domestique, quoi, quand c'est au sein du foyer, dans une sphère intrafamiliale. Alors là, ils ne se perçoivent pas comme tels. Je pense qu'essayer, dans le cadre d'une relation, d'un viol commis par votre conjoint, essayer de lui expliquer le lendemain qu'il vous a violé, il va être ben non. Moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps, mais ça m'est arrivé une fois avec un de mes conjoints. Le lendemain, j'ai voulu en parler de ce qui s'était passé, et il m'a dit
Il m'a fait une espèce de crise de nerfs en disant c'est ça, bah, si je suis un violeur, dis-le-moi et je me taille les veines parce que vraiment je ne mérite pas de vivre. Voilà, cette espèce de chantage de merde. Effectif, oui. Donc c'est très compliqué de faire reconnaître finalement dans la tête du violeur que c'est ce qu'il a fait, c'était un viol. Je veux dire, à part voilà, effectivement Pellico, il a conscience d'être un violeur parce qu'il a un caractère exceptionnel, on va dire, à ce qu'il a fait. Mais les autres qui commettent des viols ordinaires, en fait, ils ne se perçoivent vraiment pas comme tels et vraiment ça ne colle pas avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Moi, j'y suis allée au procès au début. C'est vraiment une drôle d'ambiance. C'est très curieux. Moi, j'avais jamais vu ça parce que, en fait, bon, il y a certaines personnes comparaissent, certains accusés comparaissent libres et d'autres sont dans les box en verre. Donc, mais la majorité quand même comparaissent libres et ne reconnaissent pas les faits par ailleurs. Sur les 51 gars, il y en a 35 qui disent non, je suis pas un violeur, j'ai pas violé. Et ce qui est quand même très curieux, c'est qu'on est assis, la salle d'audience d'Avignon, elle est toute petite, et on est assis à côté d'eux, on fait la queue avec eux à la machine à café. Il y a un toilette qui est mixte par ailleurs, donc ça veut dire qu'on va dans les mêmes toilettes qu'eux, ils nous tiennent la porte quoi, quand on va faire pipi au moment de la pause quoi. Donc c'est vraiment une très très drôle d'ambiance, puis il y a une cinquantaine de Roms noirs aussi qui sont là. Donc tout ce monde est mélangé, et c'est vraiment... c'est vraiment bizarre, mais ce que ce procès a l'air de visiblement révéler à la face du monde, alors que c'est pas une révélation, c'est que effectivement le violeur c'est n'importe qui. Et moi je trouve ça fou qu'il en faille arriver à ce procès-là pour enfin capter que c'est n'importe qui, alors qu'on n'arrête pas de le répéter que c'est n'importe qui, mais visiblement ça monte pas au cerveau. Et pourtant, ça veut dire exactement la même chose que ce qu'on a dit au moment de MeToo en octobre 2017. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit c'est n'importe laquelle d'entre nous. Sous-entendu, ça voulait dire donc c'est n'importe lequel d'entre eux. Si c'est n'importe laquelle d'entre nous, en fait, il y a du viol ordinaire. Et non, il aura fallu, je sais pas, une digestion comme ça de toutes ces années avant de se dire oui, donc si c'est n'importe laquelle d'entre nous, bah, c'est n'importe laquelle de ces gars-là, quoi. Et donc voilà ce que dit évidemment ce procès, c'est que c'est pas, c'est que et que la honte doit changer de camp. Oui, et que la honte doit changer de camp, mais ça, bizarrement, c'est quand même un slogan qu'on répète depuis 1000 ans. Tout à fait. Donc, il y a une donnée peut-être en France qui va évoluer, que nous avons chez nous dans la législation, dans la loi, c'est cette notion de consentement. Oui, que vous n'avez pas encore, vous, en France, mais qui est importante. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup ces derniers jours, il y a eu des manifestations en France, et cette question-là de faire entrer le consentement dans la loi, le mieux le redéfinir, ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Mais je pense, et on est un certain nombre de féministes à se dire attention, pas de précipitation. Il ne faut pas pondre des lois comme ça. Bien définir les termes. Il faut bien définir les termes, il faut se renseigner auprès de jurys. Je pense qu'il y a un travail de plusieurs mois, peut-être d'une année, je ne sais pas combien de temps il faut. Moi, je suis pas là pour faire les lois, je ne sais pas combien de temps il faut, mais à mon avis, il faut vraiment se poser pour bien mesurer toutes les conséquences que ça peut avoir, un changement de loi quand même. Donc, à voir, est-ce que la loi en l'état aujourd'hui elle n'est pas suffisante? Il suffit juste de l'appliquer, parce qu'en fait quand on y réfléchit bien, la loi elle n'est pas si mal branlée que quoi quand même. Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est que parfois les plaintes sont jugées irrecevables, parfois même on nous dissuade de porter plainte parce que dans les comicos, les policiers sont pas toujours bien formés. Enfin, c'est un peu la grande loterie. Parfois on tombe sur quelqu'un de très bien, puis parfois on tombe sur quelqu'un qui s'en fout et qui veut même pas prendre la plainte. Quelqu'un qui est à l'écoute et d'autres plaintes. Donc il y a peut-être des aménagements à faire, comme par exemple la possibilité de porter plainte directement à l'hôpital. Enfin, il y a des choses à faire, mais changer la loi, il faut quand même se méfier. Ou ajouter cette notion peut-être de consentement, parce que là effectivement le consentement de Geneviève Pellico, où certains hommes disent mais si son mari avait dit oui, et il a droit de cuissage sur sa femme, et donc s'il avait dit oui, c'était qu'elle avait dit oui, quoi. Mais oui, mais ça remonte à quoi? En fait, ça c'est parce qu'on considère que les femmes ne s'appartiennent pas à elles-mêmes, oui. Et vu qu'elles appartiennent d'abord au père, puis ensuite au mari, et en fin de compte, ça n'a pas tant changé que ça. Non. La preuve, c'est qu'il suffit qu'un mari dise oui, allez-y, violez-la. Ah bah si vous êtes d'accord, bah j'y vais alors. Enfin, c'est ça ce que ça raconte, c'est qu'on ne s'appartient jamais complètement. En fait. C'est ça qui vous a fait écrire La chair est triste, hélas? De quoi? Pour dire au monde et dire aux femmes que si notre corps nous appartient, et que vous l'avez écrit pour qui ce livre en fait? Et pourquoi? D'abord. Pour moi j'ai écrit dans la claustration de ma maison chez moi, là, je vis à la campagne.
Donc je l'ai d'abord écrit pour moi, je l'ai écrit un peu en écriture automatique. Parce que à ce moment-là, je voulais écrire ce texte-là. On en avait discuté avec Vanessa Springora, donc, qui est l'autrice du consentement, mais qui est aussi l'éditrice de ce texte. Et je me souviens qu'à l'époque, elle voulait créer une collection d'autrices femmes qui parleraient de sexualité. C'était ça, un peu refaire un peu ce qui avait été fait au tout début des années 2000 avec Catherine Millet, Anne Scott, Alina Reyes, etc. Et donc elle m'avait proposé ça et je devais faire le premier texte, donc il devait ouvrir cette collection, et je lui avais dit à l'époque, Vanessa, ça va être compliqué parce que moi je fais ceinture, quoi. Ça va être compliqué de parler en des termes positifs de sexualité, alors que moi j'ai décidé de ne plus en avoir. Ah oui, et vous aviez décidé ça combien de temps avant l'écriture? 4 ans, c'est ça? Je sais pas, le texte est sorti en 2003 et j'ai commencé à faire ceinture fin 2018, un truc comme ça. 2023, 2018. Oui, donc ça faisait bien 4 ans, quoi, on va dire 4 bonnes années avec 1 ou 2 coups de canif au contrat, quoi. Mais non, je l'ai écrit. Et puis là, elle vous a dit, justement, écris sur ça, parle de ça. Ouais, c'est ça. Elle a quand même eu un temps de réflexion, et puis après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais en fait, je pense que ça colle dans cette collection, on va le faire, parce que parler d'arrêt de la sexualité, c'est une façon aussi de parler de la sexualité. Bien sûr. Vous avez toujours écrit et filmé et documenté sur l'intime, sur la sexualité. Quel est votre fil rouge? Est-ce que c'est le même fil rouge? Le corps. Je pense que le fil rouge, c'est vraiment le corps et l'intime, et la politisation de l'intime. En vrai, si on regarde vraiment tout ce que j'ai fait, même par rapport, même si on pense au documentaire que j'avais fait sur les violences obstétricales, sur les violences de l'accouchement, etc., on est là-dedans, on est dans la politisation de l'intime. Le fameux point du mari. Le point du mari, c'est terrible ça quand même, l'histoire du point du mari, mais c'est de fait, c'est quelque chose qui se fait moins, mais qui, moi au moment... moi j'ai entendu le gynécologue le proposer à mon mari. Ouais, je pense qu'on est à peu près de la même génération, et voilà, et à l'époque ça se faisait. Mon fils a 23 ans. Ouais, ma fille a 19 ans, donc c'est à peu près la même génération. Une époque où on faisait des épisiotomies comme ça, sans rien demander à personne. Donc vraiment tout ça pour dire que ce soit les violences obstétricales et gynécologiques, les violences sexistes et sexuelles, etc., vraiment ou même les chiens, vraiment mon fil rouge, c'est ça, la politisation de l'intime. Politiser des endroits qui n'ont pas été ou pas encore assez, comme le foyer, la chambre à coucher, la table de gynéco. Où en êtes-vous aujourd'hui, Ovidie, justement, sur cette... De quoi, de ma grève? Sur votre grève? Ouais, j'y suis pas retournée. Vous n'êtes pas retournée encore? Ouais, non, je me suis posé 2-3 fois la question, mais non, à chaque fois... Mais pour autant, vous n'avez pas renoncé à l'amour? C'est quoi l'amour, quoi, en fait? Je crois beaucoup à l'amitié qui est surcotée, je pense à... Mais vous dites aussi, ça pourrait être un peu le couple petit bourgeois qu'on a beaucoup décrié, où en fait le couple était ensemble et puis faisaient chambre à part et décidaient quand ils le désiraient. C'est plutôt l'idéalisation du couple amoureux qui pose problème, non? À qui on dit qu'il faut faire l'amour plusieurs fois par semaine, sinon on ne s'aime pas vraiment, sinon on ne désire plus l'autre. C'est ce couple-là que vous avez un peu taclé dans ce livre. Non, mais je crois que c'est le couple, même le couple petit bourgeois qui baisse pas. Enfin, je veux dire, moi, c'est toute forme de couple, je crois, qui est attaqué dans ce livre. Mais c'est surtout notre quête désespérée de l'amour qui nous empoisonne. Je crois que c'est ça le fond du problème. C'est qu'on est quand même programmé en tant que femme à faire couple. C'est notre première fonction dans la société. C'est donc se rendre attirante pour pouvoir faire couple, pour qu'un homme puisse nous désirer, et après tout faire pour maintenir ce couple. Et avoir des enfants. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Mais avant tout, je pense que c'est quand même ça, c'est se rendre désirable pour pouvoir être choisi par un homme. Une fois que cet homme nous a choisis, on fait tout pour maintenir cette relation. On voit bien que par exemple tous les textes tous les articles, développer votre libido, libido au top, tout ce jargon un peu marketing de la sexualité, booster son désir, etc. Ce sont des textes qui sont écrits et lus par et pour les femmes, en fait. Il n'y a aucun mec qui va lire un article sur la libido de ma femme. Comment conserver ma femme en la faisant jouer. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Nous, on va pondre dans la presse féminine des articles en disant qu'il faut faire des fellations et qu'on va donner des tuyaux pour bien faire la fellation. La bonne fellation, un peu comme on ferait un bon tous les matins, feu, quoi, un peu, et une bonne tartiflette, j'en sais rien.
Mais ouais, en fait, on nous donne 1000 conseils pour être une amante au top, une mère au top. Et il y a peu de sororité aussi, hein. Vous le dites, quand une femme est trompée, que ce soit avec la maîtresse ou celle qui nous remplace, on va stalker, on va bitcher, on va plutôt se crêper le chignon que de se soutenir. Il y a peu de sororité dans les couples, dans l'amour et dans l'hétérosexualité. Encore une fois, on est élevé comme ça, oui. En fait, à la compétition intrasexuelle, on est élevé pour se tirer dans les pattes, hein, pour qu'il y ait une schtroumpfette suprême qui soit au centre du désir masculin, qui attire tous les regards, et on a envie d'être celle-là, d'être cette schtroumpfette suprême, et donc forcément, pour être la schtroumpfette suprême, il faut écraser toutes les autres femmes. Et à partir du moment où elles ont quelque chose de plus que nous, je sais pas, de la beauté, la réussite, peu importe, une gratification quelconque, on va les jalouser, parfois on va se rendre malade. Et c'est ce qui se passe en général quand on est trompé, quand il y a une infidélité, un adultère dans une relation comme ça. La première question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle, en fait? Alors parfois ça va être je suis plus âgée, je suis pas machin, mais on se pose cette question-là. Et moi je trouve qu'au contraire, on devrait... femmes et maîtresses s'unir face à la médiocrité des hommes. En fait, on ne devrait pas se tirer dans les pattes entre nous. C'est quand même trop facile, parce qu'il y en a un qui s'en tire bien quand même dans l'histoire. Pendant que nous, on se fait la guerre entre nous, à se jalouser, à se dire mais toi t'es plus jeune, ah oui mais toi t'es plus riche, ah oui mais toi t'es machin. En fait non, c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. On ne devrait plus jamais jalouser la réussite ou les gratifications des autres femmes. C'est pas possible, quoi. On ne devrait pas faire ça. Dans votre dernier livre, Assise debout couchée, vraiment une lecture féministe de notre relation aux chiens, de votre relation. Vous avez toujours vécu avec des chiens. Vous dites que les femmes sauvent les chiens autant que les chiens sauvent les femmes, parce qu'il y a comme un lien entre eux face justement au patriarcat qui est ancestral, on va dire. Les femmes s'occupent des chiens et les chiens les sauvent. Depuis quand est-ce que vous réfléchissez à ça? Depuis toujours? Les chiens et les femmes sont relégués à la domesticité depuis toujours. Mais ce qui m'a donné envie d'écrire ce texte, c'est déjà j'ai vu une corrélation entre les chiffres des violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales. Depuis le Covid surtout. Depuis le Covid, une explosion depuis le Covid des violences intrafamiliales et une explosion en parallèle des violences faites aux chiens, en fait. C'est-à-dire des victimes collatérales des violences intrafamiliales. Les premières victimes, c'est les chiens. Loin devant les chats, loin devant n'importe quel autre animal. En fait, une femme qui subit des violences intrafamiliales a 5 fois plus de risques de voir son chien battu que n'importe quelle autre femme. Donc c'est parti un peu de là pour moi, en me disant, ok, il y a une corrélation déjà au niveau des chiffres, et puis il y avait une autre observation que j'avais pu faire, c'est quand on va dans un refuge, c'est criant. Si on rentre dans un refuge SPA, en fait, on se rend compte que 70-80% des personnes qui sont là, des bénévoles, sont des femmes. Et d'une façon générale, dans la cause animale, on sait à peu près ça, les chiffres, ça varie d'un pays à l'autre, mais c'est 70 à 80% des militants pour la cause animale sont des militantes, en réalité. Et moi, c'est parti de là, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, tout ça, ça remonte à la fin du 19e siècle, où les premières militantes, les premiers militants pour la défense des chiens, parce que c'est une période où il y a eu beaucoup de massacres de chiens errants, c'est une période où on a créé des chambres à gaz pour les chiens. J'ai appris ça, vous dites dans votre livre, les chambres à gaz pour gazer les chiens qui, surtout en fourrière, ils étaient trop nombreux, il fallait bien les tuer. Alors, plutôt que de les pendre ou de les noyer, on les gazait. Je ne sais pas s'il y a eu un canicide à Bruxelles, mais à Paris, il y a eu un canicide en 1878 où il y a eu 15 000 chiens qui ont été massacrés. Et c'est à partir de ce moment-là que le préfet de l'époque, qui était le préfet Andrieux, a mis en place ce système de chambres à gaz, je crois en 1880, quelque chose comme ça, pour éradiquer... Solution efficace, quoi. Ouais. Cette systématisation de la mise à mort, quoi. Et à l'époque, donc, les personnes qui ont défendu les chiens, c'était déjà des femmes, dont Louise Michel, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, mais Louise Michel a fait partie donc, de ces militantes anti-vivisectionnistes. En général, c'est autour de ça qu'elles s'unissaient, c'est sur la question de la vivisection, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait des expériences qui étaient faites aussi sur le corps des femmes à cette époque-là, donc elles ont lutté contre la vivisection parce qu'elles savaient qu'après les chiens, c'était elles, quoi, en gros. Et donc les premières, la cause animale, on va dire les premières militants de la cause animale, c'est ça, c'est la fin du 19e siècle. Et les mecs, ils s'en occupent pas trop, c'est-à-dire les mecs, pour eux,
même ceux qui sont pour plus d'égalité, un progrès social, etc., eux, ils considèrent que c'est un peu de la sensiblerie, quoi. C'est de la préoccupation de bonne femme, et voire c'est de la pathologie mentale que de s'attacher un peu trop. Bien sûr, à l'époque, j'imagine, les hommes qui avaient des chiens, c'était pour aller à la chasse. Le chien, il avait une fonction, évidemment, c'était... Ou de défense. Ou de défense, c'était le chien de ferme, hein, tout simplement. Ou le chien de traction, ça existait aussi, ou le chien de guerre, comme il y a eu après. Ce qui est amusant, c'est que vous dites aussi que le chien, comme la femme, subit les dictats de la mode, de la chirurgie. On coupe les oreilles en pointe, comme on se fait refaire les seins. Et puis il y a des modes. Les caniches, quand j'étais petite, par exemple. Aujourd'hui, c'est d'autres races. Tout comme la femme. Ben oui, c'est quand même un truc qui est spécifique aux chiens, hein, cette histoire. On n'a pas la même chose avec les autres animaux. Avec les chats, pas du tout. Avec les chats, pas du tout. Et là, par exemple, à l'heure actuelle, c'est des chiens instagrammables. Donc le chihuahua, à mort, et le bulldog français, vraiment énormément. Oui. Et le carlin, et or ce sont des chiens... des races qui ont été croisées et qui ne sont pas en forme, enfin, entre guillemets, qui physiquement ont plein de problèmes. Ben non, ce sont des chiens, c'est ce qu'on appelle les hypertypes, en fait. Et les hypertypes, ils ont forcément énormément de problèmes de santé. Donc il y a eu cette espèce de, pas de manipulation génétique, mais je dirais de sélection, plutôt, pour avoir des chiens qui sont mignons, mais qui dès l'âge de 2 ans, se font opérer de hernie, ont des problèmes de poils, ont des problèmes de... Parce que c'est des brachycéphales, ils ont beaucoup de mal à respirer, ils se faire opérer du voile du palais, etc. Enfin, c'est une vraie galère, mais c'est instagrammable. Voilà, c'est un beau chien, instagrammable, mignon. D'un autre côté, l'insulte chienne est toujours mise au féminin et pas chien. Pourquoi être une chienne est une insulte ? Ou disons que l'insulte chien n'a pas la même connotation sexuelle. Non. Oui, c'est ça. Oui. Un homme, c'est un chien, mais c'est plutôt c'est une ordure, mais pas sexuelle. Une ordure, ou alors, si on dit qu'un mec est en chien, ça veut dire que qu'il est en recherche... Ah oui, chien de la casse. Chien de la casse. On va dire qu'il est en recherche d'une femelle, quoi. On va dire, c'est ça. Alors qu'une chienne, c'est celle qui accumule les portées et qui est soi-disant ouverte à tous, quoi. Pour terminer, Ovidie, puisque nous sommes dans une émission de la laïcité, libre ensemble, du mouvement laïque, pardon, vous vous dites anarcho, je ne sais pas comment on dit, chrétienne, comme le théologien protestant Jacques Ellul, voilà. Bon, voilà, quelle est votre position par rapport à la laïcité aujourd'hui ? Entendons-nous, la laïcité en Belgique, c'est de permettre à toutes les religions qu'elles puissent vivre ensemble et qu'elles n'opèrent pas dans la sphère publique mais privée. Comment voyez-vous ce retour au sens ou à la quête de quelque chose aujourd'hui ? Je suis bien embêtée pour répondre parce qu'effectivement, comme vous le dites, le terme laïcité en France n'a pas la même signification en fait. Oui, peut-être qu'il a eu à un moment la même signification. C'est pas des églises et de l'État en tout cas. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas utilisé dans le même cadre. Aujourd'hui, dès qu'on parle de laïcité, c'est en gros sur la question de comment on voit les musulmans en France, quoi. En gros, c'est ça. En France, c'est ça que ça veut dire la laïcité. Et les personnes qui se sont emparées de ce terme, laïcité, l'ont fait pas à bon escient, quoi. Elles ne sont pas forcément dignes de ces détournements-là. Donc je serais bien embêtée parce que c'est un terme qui est devenu tellement chargé de choses négatives et de détournements que c'est par exemple un terme que moi je n'emploie pas au quotidien, quoi. Donc voilà, cette quête spirituelle, vous la gardez pour vous ? Moi c'est une quête très individuelle. Voilà, c'est ça. Vous aimez les textes de la religion protestante, j'ai lu, comme tous les protestants, hein, voilà. C'est le texte, rien que le texte. Hein. Mais c'est ça. Mais c'est intéressant. Mais vous parlez de Marie et de sa non-virginité. Enfin, on s'en fout de sa virginité, en fait. Oui, on s'en fout. Chez les protestants, on s'en fiche. Ouais. Et la grâce est accordée. Le mariage n'est pas un sacrement non plus chez les protestants. Et puis la grâce est gratuite, accordée à tous. Voilà. Même au catin. Même au catin, exactement. Et même aux chiens. Puisque Luther était... Oui, adorait les chiens. Oui, il adorait les chiens. Et dans les propos de table, il disait que... Il y a un texte qui m'a fait hurler de rire où il dit qu'au paradis, il y aura des petits chiens aux poils d'or et aux yeux de perles, aux yeux de nacre, un truc comme ça. Parce que Luther avait un loulou de Poméranie. Donc il faut quand même imaginer Luther qui était super austère avec son petit chien. Très instagrammable aussi, ça, le loulou de Poméranie. Tellement avec son petit chien blanc. Donc, très avant-gardiste, dis donc, Luther, par rapport à l'Instagram. J'ai lu aussi, mais peut-être que ma mémoire me fait défaut, que vous disiez, que vous reconnaissiez que vous aviez déconstruit beaucoup de choses et qu'à force de déconstruire, vous vous retrouviez sur un champ de ruines, qu'il fallait maintenant reconstruire et que le travail est magistral. Il fallait en passer par là.
Moi, je pense vraiment que quand un édifice est branlant à ce point et qui menace de s'effondrer, de broyer tout le monde, je pense qu'il faut tabula rasa. Ouais, et puis il faut reconstruire. Toute cette phase de déconstruction, surtout d'un point de vue féministe, là, qui s'est accélérée au moment de MeToo, elle me semble absolument nécessaire. Il faut repenser tout. Mais maintenant, une fois qu'on a tout déconstruit, ce qui est en grande partie, voilà, j'ai pas tout déconstruit, mais j'ai déconstruit pas mal de choses. À partir du moment où on a déconstruit tout ça, c'est compliqué de reconstruire quelque chose, quoi. En tout cas, donc oui, moi, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai tiré un trait, parce que je ne pense que de mon vivant, je ne verrai pas de reconstruction joyeuse. Merci Ovidie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Ovidie et à Catherine Ax pour cette conversation tout en douceur autour d'un café et de quelques biscuits. La preuve, s'il en fallait encore, que le féminisme n'est pas toujours violent et vindicatif. Je vous rappelle le titre des 2 derniers ouvrages d'Ovidie, Assise, debout, couchée, publié chez Jean-Claude Lattès, et La chair est triste, hélas, publié chez Julliard. Merci de nous avoir suivis et une très belle soirée à tous.